élèves, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je partage avec vous les résumés du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 du roman Athès, le dernier jour d'un condamné, du grand écrivain Victor Hugo. Alors, un roman Athès, c'est un roman qui porte une réflexion philosophique. Ou bien c'est un roman où la réflexion philosophique ou politique prime sur l'histoire. Ici, Victor Hugo cherche à défendre une thèse, bien une idée, qui est l'abolition de la peine de mort. Et pour arriver à cette fin, il intègre l'histoire d'un condamné à mort, qui est un personnage qui n'a ni passé ni avenir. C'est un personnage dont on nie l'histoire. Donc, on va trouver plusieurs types de textes à l'intérieur de ce roman Athès. On va trouver le narratif, le descriptif, mais c'est pour expliquer et pour argumenter. Il faut faire attention donc à tous les arguments de Victor Hugo cachés dans le récit, car lui, il cherche à défendre une thèse, il cherche donc à convaincre et à persuader le lecteur. Chapitre 1, Bicêtre, prison. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, j'étais un homme comme un autre homme. Maintenant, je suis captive dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés. Donc le condamné à mort se trouve à Bicêtre, dans son cachot. Il est obsédé par l'idée de la peine de mort. Dès les premiers mots, le passé, autrefois, s'oppose au présent. L'accusé, à partir du moment où il est considéré condamné à mort, il n'est plus un homme comme un autre homme. L'idée de la mort l'obsède. Il est comme un spectre de plomb à ses côtés, c'est-à-dire qu'il l'accompagne toujours. Il ne se sent plus dans le monde des vivants. Victor Hugo joue avec les registres littéraires. Il utilise le registre pathétique avec des exclamations, plusieurs exclamations à l'intérieur du texte, des répétitions, condamné à mort répétées presque 3 fois dans le texte. Vous avez aussi utilisation des figures d'amplification comme l'anaphore, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. On a aussi figure d'insistance, la gradation. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort, plus les sentiments de souffrance. Vous avez un champ lexical de souffrance glacé de sa présence,
courbé sous son poids, pensée infernale. Un autre registre, c'est le registre lyrique, expression de douleur à la première personne. D'ailleurs, tout le texte est à la première personne. Vous allez trouver plusieurs jeux répétés à l'intérieur du texte. Cette douleur-là est causée, bien sûr, par l'idée de la peine de mort. Le narrateur, seul dans son cachot, est obsédé par cette idée-là, comme on l'avait déjà dit. Il est tout seul, il ne parle avec personne. Il entre donc dans un monologue intérieur. Ce monologue intérieur, il est rappelé par les mots, idées, pensées. Chapitre 2, retour en arrière, le flashback. Ici, le narrateur, qui est lui-même le personnage bien sûr, le condamné à mort, n'est en ce moment qu'un simple accusé. Ça veut dire qu'il n'est pas encore coupable. Que le guichetier, c'est le gardien de la prison, mène en salle d'audience. Donc dans cette salle-là, où sont présents les juges, les avocats et beaucoup d'autres personnes de justice, dans cette salle, soit on va culpabiliser le narrateur, soit on va le libérer. Donc ici, le condamné à mort va entendre la sentence, va entendre le verdict, bien sûr qui serait prononcé par les juges. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs, qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Dans un flashback, le narrateur raconte le jour de la déclaration de son procès. Il décrit les juges, les jurés, la salle d'audience, le public. Alors, ici, Victor Hugo, bien l'auteur, désigne le public par des spectateurs. Une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience. Une multitude, un grand nombre de spectateurs. C'est la première référence au théâtre. La peine de mort devient un spectacle qui attire la curiosité, qui attise même la curiosité des gens. Un spectacle qui enflamme la curiosité des gens qui viennent assister à la condamnation du narrateur. Et il cite les hommes de justice en utilisant la figure de style l'énumération des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, tout en les comparant à des corbeaux. Donc ici, Victor Hugo déshumanise la société. Comment? Ça veut dire, il fait perdre le caractère humain. Quand je dis le caractère humain, je parle de la compassion, de la sensibilité, de la pitié.
Donc la société est déshumanisée. Il a perdu toutes ses qualités humaines dans cette belle image impressionnante où il compare les hommes de justice à des corbeaux. Il cherche à solliciter ce qu'on appelle les émotions. Il cherche à persuader. C'est très bien que Victor Hugo, dans son œuvre tout entière, qui est le roman Athènes, son but est de convaincre. Convaincre, c'est s'adresser à la raison, à la logique. Et persuader, c'est s'adresser aux émotions. Et les émotions, pour s'adresser aux émotions, il a choisi des images impressionnantes, comme la comparaison qu'on vient de citer. Alors, à ce moment du récit, l'accusé ou bien le narrateur n'est pas encore condamné à mort, mais son destin, il est déjà annoncé par cette image du cadavre. C'est le registre tragique encore. Le héros est écrasé par une fatalité qui est un destin qui le dépasse, c'est la peine de mort. Tout à coup, le président qui n'attendait que l'avocat m'invita à me lever. Une figure insignifiante et nulle placée à une table au-dessus du tribunal. C'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. Le narrateur ne rapporte pas la sentence, le verdict, mais il nous rapporte seulement sa réaction physique face à la sentence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. Alors ici, on comprend que le verdict était très difficile à un tel point où le narrateur ne l'avait pas supporté. Chapitre 3. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort, avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Alors, ici, le condamné est transféré dans son cachot, après le procès, après la prononciation du verdict. Il essaie de trouver des raisons d'accepter son sort. Il se pose des questions, présence d'interrogation. Ça montre le désarroi où il se trouve. Il cherche à accepter l'idée de la peine de mort. Donc il se trouve entre l'espoir et le désespoir. Chapitre 4. Le transfert à Bicêtre.
La voiture noire me transporta ici, dans ce lit de Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline et à distance, garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se collent, çà et là, quelques haves, figure d'un galérien ou d'un fou. Dans ce chapitre, notre condamné est transféré à Bicêtre, la prison, une ancienne forteresse construite par Louis XIII. Le narrateur, dans ce texte descriptif, décrit brièvement et selon deux angles différents ce lieu qui est vu de loin comme un édifice majestueux, mais une fois on s'approche, il devient une masure. C'est en 3 et 2, voire cauchemardeux, inspire au narrateur déjà la terreur. Ce cadre atroce constitue le quotidien des prisonniers. Chapitre 5. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole, où j'étais paralysée. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Ici, le narrateur, une fois arrivé à Bicêtre, le comportement des gardes a changé. Pourquoi? Parce que ils savent, ou bien parce qu'ils savent qu'il va mourir, qu'il est condamné à mort. Donc il ne va pas tarder dans la prison. Il a reçu les soins de l'aumônier. L'aumônier, c'est le prêtre de la prison. Et aussi, maintenant, il a le droit à des faveurs. Il a le droit d'avoir une table, de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit, comme vous le voyez dans l'image. Il s'est débarrassé de la camisole qui est un vêtement à manches fermées qui empêche le mouvement chez les prisonniers. Vous l'avez dans l'image. Ici, le condamné a le droit d'écrire. Il peut donc écrire son histoire au fur et à mesure. L'auteur cherche ou bien veut préserver, ça veut dire garder, la vraisemblance du récit. La vraisemblance, c'est le caractère de ce qui semble vrai. Il veut donner plus de crédibilité, de vérité à l'histoire, et toujours dans le but de convaincre et de persuader le lecteur. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau. À l'heure de la récréation, là, je cause avec les détenus. Il le faut bien, et sont bonnes gens.
les misérables. Ils me comptent leur tour, ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rousquiller bigorre, comme ils disent. Il y a du risiné sur le trimar, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, c'est être pendu. Le tol, le bourreau, la conne, la mort, la placarde, la place des exécutions. Alors, le condamné à mort a une autre faveur. Il peut rencontrer aussi les autres détenus, c'est-à-dire les autres prisonniers. Et où c'est dans le préau, ça veut dire dans la cour de la prison de Bicêtre. Alors ces détenus lui parlent tant d'argot. Ils m'apprennent, là il apprend, ils m'apprennent à parler argot, à rousquiller bigorre, comme ils disent. Il y a du risiné sur le trima, ça c'est leur argot, ce qui veut dire du sang sur le chemin. Épouser la veuve, ce qui veut dire être pendu. Le tol, le bourreau. La conne, c'est la mort. La placarde, ça veut dire la place des exécutions. L'argot, c'est un langage qui est propre à ces prisonniers ou bien à ces détenus. Donc notre condamné à mort, ici, il apprend. C'est une façon aussi de tuer cette monotonie-là où il vit dans la prison de Bicêtre. Alors, comme on voit ici, Victor Hugo mélange les niveaux de langue. On a un mélange, le familier, le courant et le soutenu. Merci pour votre attention, mes chers élèves. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas de lire et de relire votre œuvre et bonne réussite.